Bonsoir à tous, bienvenue sur Polynésie, la première, jeudi 7 avril. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Les îles de la Société des Tuamotu et des Marquises touchées par la sécheresse. Il ne pleut pas assez pour régénérer les nappes phréatiques. Nous parlerons du risque de pénurie d'eau et du phénomène La Niña avec le météorologue Sébastien Hugoni. On vous retrouve dans un instant. La liste des PPN étendue à de nouveaux produits, une mesure qui ne s'applique que dans les îles pour amortir la hausse des prix. Nous verrons comment réagissent les habitants des îles sous le vent. Le premier tour de la présidentielle en Polynésie, c'est samedi. Après le taux de participation historiquement bas de 2017, les électeurs polynésiens se déplaceront-ils davantage pour ce scrutin? Analyse dans ce journal. Discipline, contrôle de soi et respect d'autrui, les valeurs du taekwondo transmises au sein des ateliers du lycée Tayarapu Nui. Une trentaine d'élèves ont pris goût à cet art martial coréen. La sécheresse frappe les îles de la Société, les Tuamotu et les Marquises. Les rares précipitations des 2 derniers mois ne permettent pas de régénérer les sols. Or, c'est en ce moment, lors de la saison chaude, que les réserves doivent se constituer. Les habitants ressentent-ils déjà les premiers effets de ce phénomène? On fait le point avec Carmen Doum, Teiva Ribé et nos correspondants dans les îles. Les îles Tuamotu sont souvent les plus touchées quand la pénurie de précipitations se prolonge. L'année 2022 s'annonce très sèche avec une pluviométrie très en dessous de la moyenne. C'est le cas à Hau. Habitués à ce phénomène, les habitants récupèrent l'eau de pluie canalisée par les gouttières directement reliées à la cuve qui quelquefois ne suffit pas. Actuellement plein de sécheresse, je paye tous les mois 3 000 francs à la commune pour avoir 2 camions avec 2 tourages chaque camion d'eau. Mais je m'en contente, le peu qu'on me donne. Les Marquises, plus précisément l'île de Uapo, elle a déjà connu la sécheresse de tous les dangers en octobre 2021. Aujourd'hui, la végétation a un peu repris ses droits, mais les ressources en eau continuent de diminuer. Résultat, le service hydraulique de l'île modifie ses horaires de distribution. On essaye tant bien que mal à informer la population sur la situation critique et intense de la sécheresse. Grâce à son osmoseur, la perle du Pacifique ne semble point s'inquiéter de cette situation. La distribution d'eau potable fonctionne 24 heures sur 24. Le mois dernier, Bora Bora a enregistré en moyenne moins de 81% de précipitations. C'est une chance pour Bora Bora, pour ses habitants. C'est une chance aussi pour les industriels de pouvoir aujourd'hui compter sur de l'eau en ces conditions compliquées. Sur l'île Sœur, la municipalité a ouvert une cellule de crise. Quelques périodes de pluie ne suffisent plus à alimenter les rivières asséchées et les captages d'eau sont en baisse. C'est toute l'île et surtout les rivières. Donc visuellement, on constate que les rivières ont perdu en débit, ont perdu en niveau. On a des captages qui n'ont plus d'eau, sur Hacha, sur Vayanès, sur Apiti. Et donc on communique à la population de faire attention. À Punaouia aussi, les horticultrices souffrent de la sécheresse et les précipitations sont rares. Ici, on a l'impression qu'il peut pleuvoir partout, sauf ici. Les sécheresses à répétition nous montrent sans aucun doute les changements climatiques qui s'amorcent et les désastres que cela entraîne. Bonsoir Sébastien Hugoni, vous êtes météorologue à Météo France. On parle sécheresse et puis ironie du sort, il a plu cet après-midi à Tahiti, mais en réalité cela ne change rien. Oui, quand on parle de sécheresse, on ne veut pas dire qu'il ne pleut pas du tout. Nous ne sommes pas dans un désert. Quand on parle de sécheresse au niveau de la météorologique, on parle de déficit important de précipitations. C'est-à-dire que les petites pluies qu'on a eues cet après-midi, ça va suffire à arroser la végétation superficielle, le gazon, les fleurs, mais ça ne va pas reconstituer une nappe phréatique ou rentrer dans le sol. Alors c'est Bora Bora qui détient le record, 33,3 litres par mètre carré, le cumul mensuel le plus faible jamais enregistré pour un mois de mars depuis 1976, ça c'est au mois de mars. C'est le réchauffement climatique véritablement qui est en cause ? Alors, donc à Bora Bora, nous avons bien eu 33 litres par mètre carré, donc c'est le record pour Bora Bora.
Mais au mois de mars, nous avons eu à Temae seulement 11 litres par mètre carré sur ce lieu, ce qui n'a pas été vu depuis 2006. À Papeete, au mois de mars, on a eu 13 litres par mètre carré seulement au mois de mars, et c'est la première fois qu'on voit ça depuis 1982. On ne peut pas relier le régime des précipitations au changement climatique. D'ailleurs, c'est ce qui est ressorti dernièrement au niveau du rapport du GIEC, où on n'arrive pas encore à faire le lien entre les régimes de précipitations sur le Pacifique et le réchauffement climatique. Ce manque de précipitations est surtout en partie dû au phénomène La Niña qui sévit depuis 2 ans en Polynésie. Oui, ce n'est pas une alternance El Niño-La Niña, c'est... Non, comment ça s'articule ? On n'a pas une année Niña, l'année suivante, on a une année Niño. Non, l'année en Niña, en fait, on a un renforcement des vents d'Est, donc des vents qui viennent de l'Amérique du Sud, et en fait, qui vont pousser tout le dynamisme atmosphérique et océanique vers l'ouest. Ce dynamisme, c'est l'humidité de l'atmosphère et les eaux chaudes de l'océan qui vont être repoussées vers l'ouest, donc vers la Fidji, vers la Nouvelle-Calédonie. Et c'est avec ces ingrédients-là qu'on crée des nuages, puis forcément derrière des fortes pluies et à terme des dépressions, voire même des cyclones, comme on a eu en Calédonie. Voilà, c'est plus vrai du côté de la Nouvelle-Calédonie. En revanche, nous, ça fait des années qu'on n'a pas de cyclone. Le dernier cyclone qui a touché la Polynésie date de 2010, c'était Oli, qui a dévasté Tubuai. Et non, les cyclones, nous n'avons plus de cyclones depuis 2010. On s'oriente vers des pénuries d'eau, clairement. Alors, la saison des pluies apporte en Polynésie un peu moins des 3/4 de l'eau qu'on reçoit en une année. Si notre saison des pluies est déjà déficitaire, puisque là, si on regarde déjà depuis le mois de novembre, il nous manque à peu près la moitié des pluies qui tombent en saison des pluies. Donc, si là, en saison sèche, on ne rattrape pas le niveau des pluies, on peut s'attendre pour les mois qui viennent à des pénuries d'eau. Surtout que les dernières sorties des modèles de prévision saisonnière, donc des prévisions à 3 mois, montrent un scénario plutôt sec, voire très sec sur la société, les Tuamotu et les Marquises. Donc le message, économisons l'eau et évitons les incendies également. Merci. Oui, il faut surtout, avec cette sécheresse, il faut faire attention lorsqu'on fait des feux. Il faut vraiment faire attention parce que ça peut partir très vite. Merci beaucoup Sébastien Hugoni pour toutes ces explications. Nous vous parlions hier du plan de sauvegarde du pouvoir d'achat. Parmi les nouvelles mesures du gouvernement, l'augmentation de la liste des produits de première nécessité, les fameux PPN, mais uniquement dans les îles. Parmi les nouveaux produits de la liste, la viande locale, les produits laitiers, la lessive ou certains produits d'hygiène. Reportage à Taha avec notre correspondant Hiti Manaki. Bientôt, les nouvelles étiquettes au rabais dans ces étals, avec en première ligne les fameux PPN, des produits laitiers à la lessive liquide en passant par la viande locale. En tout, une dizaine de produits seront ici bientôt subventionnés par le pays et donc moins chers. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, surtout que ces derniers temps, on a eu beaucoup d'inflation, la hausse des prix et tout. Donc, c'est super que la liste des PPN se soit rallongée. C'est mieux pour nous. Et surtout qu'on est au Raromaté, tu vois, alors... les prix sont encore un peu plus en hausse pour nous, donc c'est super. L'approvisionnement se fait par bateau et le coût du fret renchérit d'au moins 15% le prix des produits, une tendance qui s'est accrue depuis 5 ans. Mais il fixe des prix à laquelle nous sommes obligés de remettre. Au fait, c'est affiché sur la facture de chaque fournisseur. Par exemple, prenons l'exemple du Milo, si on nous dit de mettre à 223, obligatoirement, on doit le mettre à 223. Des commerçants qui, d'après l'ISPF toujours, n'encaisseraient que 2% de marge avant la réforme, alors qui se retrouvera vraiment après ce plan de sauvegarde du pouvoir d'achat? On avait un tarif déjà réglementé parce que c'était un PGC avec taxe de 16%. Maintenant, c'est devenu un PGC sans taxe.
Donc après, les fournisseurs nous ont donné des tarifs à appliquer, qu'on a appliqués, mais sans taxe. Dans cette autre épicerie, la patronne précise que le transport interîle est déjà pris en charge par le territoire. Du coup, avec ce coût de rabot supplémentaire sur les tarifs, que ce soit sur le Punupuatoro ou les produits d'hygiène féminine, l'étiquette à la caisse pourrait revenir moins cher qu'au centre de Papeete. Effectivement, c'est un manque à gagner et on ne va pas faire pour nos beaux yeux. On est obligé de rajouter cette taxe sociale parce que si on ne rajoute pas, je crois que le bilan ne va pas être bon. On est obligé de rajouter. Puis il y a les petits détails administratifs qui viennent tracasser les commerçants des îles. Faire la différence entre produits de grande consommation et produits de première nécessité, TVA sociale à répercuter. Pour le gouvernement, le grand gagnant devra rester le consommateur au faible pouvoir d'achat. L'affaire du mariage de Théali Alpha au tribunal de police ce matin. Le président doit rendre son jugement le 2 juin prochain. Le procureur de la République a requis 4 amendes, soit 356 000 francs contre Édouard Fritsch et 6 amendes, soit 535 000 francs contre Théali Alpha. L'une des co-gérantes du restaurant Le Gauguin où le mariage a été organisé risque également de payer 535 000 francs. Selon son avocat, Stanley Cross, elle était pourtant opposée à l'organisation de ce mariage. On l'écoute au micro de Théophane Télitois et Teiva Ribé. C'était difficile pour eux. Vous savez, ce sont des personnes, comme disait la fille, c'est l'ancienne génération, c'est des personnes qui ont un profond respect pour, je dirais, les autorités, les institutions. Quand ils voient le Tavana arriver, c'est quand même le premier magistrat de la commune. Et c'est difficile pour eux de dire non. Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est samedi, dans 2 jours. En 2017, le taux de participation s'élevait à seulement 38% au premier tour. Rien à voir avec le taux de participation national de 77%. Est-ce que les Polynésiens iront voter samedi? La tendance abstentionniste va-t-elle se confirmer? Élément de réponse avec Stéphane Ratineau et Patrick Tinsing. 12 candidats, mais un constat. La confiance dans la politique s'érode. La fatigue démocratique s'installe partout dans le monde. La lassitude, la méfiance, les premiers mots qui reviennent sans cesse dans les enquêtes d'opinion. À la mairie de Punaouia, les préparatifs de vote vont bon train. Les bureaux sont déjà montés. La distribution des cartes d'électeurs suit un bon rythme. Sur Punaouia, depuis 2021, un engouement parmi les jeunes. Ils s'intéressent davantage. On le voit lors des inscriptions. Voilà. Ça voudrait dire que les jeunes vont aller voter cette année? On ne sait pas. Je suppose. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent retirer les cartes d'électeurs en ce moment. Actuellement, près de 3000 personnes sont venues retirer leur carte électorale sur la mairie de Punaouia. Dans les rues, pas d'effervescence, ni drapeaux, ni affiches sauvages. L'Élysée, c'est loin de Punaouia. Le mot indifférent, c'est peut-être fort, mais une certaine distance, ça c'est certain. Le vote comme possibilité de changer la vie a perdu de sa force dans le regard du citoyen. Les gens politiques, quand ils sont sur le siège, ils ne pensent plus aux jeunes aujourd'hui. C'est pour ça que je vois des autres familles qui ont été dans la démunie, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. C'est pour ça qu'ils ne vont plus voter ici. Voilà, c'est ça. Marquise, tu as 22 ans, donc c'est la première fois que tu peux voter pour le président de la République. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, pour l'instant, je ne sais pas du tout, mais je vais descendre sur Tokira pour rejoindre ma famille déjà et voir si je vais voter avec eux. Toi, tu as envie de voter ou tu hésites? J'hésite. Est-ce que ça ne sert pas à grand-chose, un président de la République? Si. Tu sais, ils disent que ça ne concerne pas, tout ça. Mais on est trop loin par rapport à la France, tout ça. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment leur idée. Hein. Est-ce qu'ils vont aller voter pour le député, par contre, la législative? Là, en législative, ils sont pour. Tout le monde s'y met, là. Parce qu'ils connaissent les gens? Ouais. Mais comme ailleurs dans le monde, l'abstention se banalise en Polynésie. Elle devient un fait majeur de la réalité politique, l'image d'un contrat social écorné. Depuis 2012, l'abstention va grimpant, moins de 50% de participation, et la présidentielle n'est pas la seule élection à être concernée. Là, c'est important, parce que ça veut dire que soit l'offre politique ne paie plus, donc le rapport affectif ne peut pas fonctionner pour une bonne partie de la population, soit que ceux qui votent en connaissance de cause et qui ne se sentent pas malgré tout concernés, augmentent. L'abstention s'accompagne d'un autre phénomène, l'indécision. Plus de 30% des électeurs n'auraient pas à ce jour un choix de vote bien arrêté.
La Polynésie française compte désormais 205 400 inscrits, soit 1460 électeurs potentiels supplémentaires. Le conseiller d'État Yves Gounin a été désigné par le Conseil constitutionnel pour suivre et contrôler la régularité des opérations électorales en Polynésie française. Le Conseil constitutionnel recense les votes, examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. Yves Gounin a pu observer les préparatifs des bureaux de vote. Il rappelle les consignes au micro de Jacques Damour. J'ai même déjà effectué quelques déplacements. J'étais aujourd'hui sur l'île de Moorea et j'ai été impressionné par la qualité de préparation des autorités municipales. C'est admirable. J'ai tout de même un souci. C'est la règle qui est dans le code électoral qui prévoit que dans les communes de plus de 1000 habitants, tout électeur doit présenter son titre d'identité. Faites-le, ne vous vexez pas. Le président du bureau de vote vous le demandera, même s'il vous connaît. Et si vous ne présentez pas de pièce d'identité, vous ne pourrez pas voter. C'est une règle, elle s'applique à tous, elle doit être respectée. Le Taporoset pourra-t-il reprendre un jour la mer? Pour l'instant, la priorité est de le remettre à flot. Échoué depuis plus d'un mois dans le port de Papeete, ses cales sont remplies d'eau. L'incendie du 28 mars dernier n'a rien arrangé. Le défi des ingénieurs est de vider l'une des 3 cales, puis d'assurer l'étanchéité des autres compartiments pour éviter le chavirage, une opération très délicate. La gendarmerie nous met en garde face aux cyberattaques. Dans un post Facebook, elle appelle à redoubler de vigilance. Depuis le 4 avril, des mails frauduleux circulent. L'utilisateur reçoit sur sa messagerie un courriel qui l'invite à cliquer sur un lien malveillant. La cyberattaque permet d'accéder à toutes les données de l'ordinateur. Écoutez les recommandations de la gendarmerie nationale. Il y a eu une attaque sur la Polynésie qui nous a été rapportée, justement, qui parle ça part sur une mise à jour sur certains logiciels qui demandent donc votre mot de passe et pour faire la mise à jour. Mais ce mail c'est du phishing, va récupérer votre carnet d'adresse et en même temps, il aura accès à vos données qu'il va pouvoir récupérer pour les exploiter pour lui. Dès lors qu'on est attaqué, il faut isoler la machine, la déconnecter du réseau, changer les mots de passe. Et surtout, ce qu'il faut en priorité, c'est porter plainte pour que nous, gendarmerie et services techniques, avec l'adjudant-chef Asnar, on puisse continuer la procédure et aller en plus à même et plus profondément pour retrouver les auteurs. Au lycée polyvalent de Tayarapunui, la pause de midi n'est pas synonyme d'oisiveté ni de violence, du sport, du théâtre ou encore du tressage. Depuis la rentrée de septembre, l'équipe éducative propose des ateliers d'initiation. Exemple avec Mike Papara, ce professeur spécialiste du secteur du bâtiment propose des cours de taekwondo. Ismaël Tahiata, Hubert Liao. Ce n'est pas un shooting photo pour la rubrique Top Model du lycée, mais bien une initiation au taekwondo. La jambe gauche, pareil, 4 tours chacun. C'est bon? Philippe est professeur dans le secteur du bâtiment, mais en tant que ceinture noire, deuxième dan, il partage son amour de l'art martial coréen avec ses élèves. S'il leur enseigne les secrets du coup de pied parfait, il leur inculque aussi la discipline, le contrôle de soi et surtout le respect d'autrui. Ça marche parce qu'avant qu'on mette ça en place, j'étais beaucoup turbulent dans les cours. Et avec cette activité, ça les a permis d'être recadrés et d'avoir du respect déjà par rapport entre eux et les enseignants. La discipline plaît aux lycéens, c'est sûr. Aujourd'hui, ils sont une bonne trentaine issus de classes et de filières différentes. L'atelier taekwondo ou comment ne pas s'ennuyer durant la pause méridienne. Au lieu de rester paumé dans la récré, à rien faire, mieux de venir là, se défouler, les amis s'amuser et apprendre d'autres choses pour se défendre. Des fois c'est difficile, des fois c'est facile. C'est quand ils nous montrent un truc et quand on n'arrive pas à faire. Reproduire la chose et la thérapie, tu vois. C'est ça qui est difficile. Il faut beaucoup de souplesse dans ce sport. Ouais, beaucoup. Dans tes cas, c'est dur aussi. J'avais bien fait? Non, ouais, carrément bien, mais tout le temps, mais ça va venir. Pour la direction, l'objectif est simple. Permettre aux élèves de faire des activités qu'ils ne peuvent pas faire chez eux ou du moins en dehors du lycée. Et en même temps, travailler sur la sérénité de l'établissement.
Je peux vous donner d'autres exemples d'ateliers. Il y a un atelier volleyball, il y a un atelier tressage. C'est-à-dire qu'on a diversifié les activités. Elles peuvent être artisanales, elles peuvent être culturelles, artistiques. Nous avons un atelier musique, un atelier danse polynésienne. Voilà, divers ateliers sur la base du volontariat. Les élèves s'inscrivent. Un atelier yoga, par exemple, ça c'est intéressant. On ne pensait pas que ça fonctionnerait, mais ça marche bien auprès des élèves. Le respect avant, pendant et à la fin de la séance, une valeur qui est ancrée en eux dorénavant. Le lycée Tayarapunui compte 1300 élèves. 20% d'entre eux participent aux différents ateliers mis en place par la direction depuis septembre 2021. L'information principale de cette édition, la sécheresse frappe nos archipels et notamment les Marquises qui souffrent déjà du manque de pluie depuis 4 ans. La saison chaude est censée fournir 70 à 75% des pluies de l'année, mais seulement la moitié de l'eau attendue est tombée. L'économie est de rigueur. Attention aussi au risque d'incendie. À la une de vos journaux demain, Tahiti Info titre « Le mariage pourrait leur coûter cher ». Au programme de votre soirée sur la première, après le module consacré à la présidentielle, l'émission Pa'oaora et la série The Good Doctor. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain et tout au long du week-end, vous aurez le plaisir de retrouver Malouki Duri pour les JT et les éditions spéciales consacrées au premier tour de la présidentielle. Belle soirée sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.